Faut-il nommer un commissaire aux comptes? Ah, c'est la grande question que beaucoup d'entreprises et d'associations se posent en France. Alors aujourd'hui, on va démystifier tout ça pour y voir plus clair et savoir une bonne fois pour toutes qui est vraiment concerné. Que l'on soit à la tête d'une PME, d'une grande entreprise ou d'une association, la question revient toujours. Est-ce que, oui ou non, on a l'obligation de désigner un commissaire aux comptes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, juste un petit rappel. Un commissaire aux comptes, qu'on appelle souvent CAC, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un auditeur qui est légal et totalement indépendant. Sa mission principale, c'est de certifier que les comptes de l'année sont fiables, qu'ils sont réguliers, sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière. C'est un vrai gage de confiance. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Pour la grande majorité des sociétés commerciales, la réponse tient en une règle assez simple, qu'on appelle la règle des 3 seuils. Le premier seuil qu'il faut avoir en tête, c'est le chiffre d'affaires net. Attention, il a été mis à jour récemment et il est maintenant fixé à 10 millions d'euros. Deuxième critère à regarder de près, le total du bilan. Ça correspond en gros à la valeur de tout ce que l'entreprise possède. Ici, le seuil est de 5 millions d'euros. Et enfin, le troisième et dernier seuil concerne le capital humain, l'effectif moyen. Le chiffre à retenir, c'est 50 salariés. Alors voilà, c'est là que tout se joue. La règle est vraiment simple. Si une société, que ce soit une SARL ou une SAS, dépasse au moins 2 de ces 3 fameux seuils à la fin de l'année, eh bien la nomination d'un CAC devient obligatoire. C'est ça, la fameuse règle du 2 sur 3. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, mettons de côté ces seuils un instant, parce qu'il y a une grosse exception à la règle. On va parler des entités d'intérêt public. Là, la différence est vraiment majeure. Pour une entité d'intérêt public, qu'on appelle EIP, la question de la taille ne se pose même pas. L'audit est obligatoire, point. Pour toutes les autres entreprises, en revanche, on revient à notre histoire de seuil. Alors, qui se cache derrière ce sigle EIP? On parle principalement des sociétés qui sont cotées en bourse, mais aussi des banques, des compagnies d'assurance et de réassurance et de certains organismes de retraite. Bref, des entités qui ont un rôle particulier dans l'économie et qui sont donc surveillées de plus près. Mais ce n'est pas tout. La situation peut aussi être un peu différente quand on ne regarde pas une seule entreprise, mais plutôt un groupe de sociétés, ou même le monde des associations. Dans le cas d'un groupe, on doit changer de perspective. On ne va pas évaluer chaque filiale dans son coin. Non, on regarde l'ensemble du groupe. Et c'est si le groupe, une fois toutes les données combinées, dépasse la règle des 2 sur 3 seuils, que l'obligation de nommer un CAC s'applique. Et là, attention, petite subtilité, mais elle est de taille. Si un groupe a l'obligation légale de préparer des comptes consolidés, l'exigence monte d'un cran. Il ne faut plus un, mais au moins 2 commissaires aux comptes. Allez, on quitte le monde des entreprises pour celui des associations et des fondations. Ici, les critères changent complètement. Ce n'est plus le chiffre d'affaires qui compte, mais plutôt l'argent reçu sous forme de subventions publiques ou de dons. Et le chiffre magique, le voilà. 533 000 euros. Si une association ou une fondation perçoit plus de 153 000 euros par an, que ce soit en subvention publique ou en don qui donne droit à une déduction fiscale, alors hop, elle doit obligatoirement nommer un commissaire aux comptes. Ok, maintenant, une question très pratique. Une fois qu'un commissaire aux comptes est nommé, il reste pour combien de temps? La durée de son mandat, en fait, ça dépend du type de structure. Et on voit bien qu'il y a plusieurs cas de figure. Pour une entreprise classique, non ESIP, c'est un mandat de 6 exercices et il est renouvelable. Pour une ESIP, en revanche, c'est plus strict, 10 ans maximum, avec des possibilités d'extension. Et puis, il y a même une option plus courte, un mandat de 3 ans pour les petites entreprises qui font le choix volontaire d'un audit. On appelle ça la mission ALP. Et voilà, le tour d'horizon est fait. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir où chaque organisation se situe par rapport à ces différentes règles. Parce que s'il y a bien une chose à retenir, c'est que la mise en conformité, ça ne se remet pas à plus tard.